bien sûr, il y a des grands pays, les pays occidentaux, etc. Il y a les pays occidentaux, il y a bien sûr, il y avait l'Union soviétique. À cette période-là, plus précisément, la Chine n'était plus membre de l'IAU. Ça, c'est un épisode que je n'évoquerai pas vraiment ici, mais que je mentionne quand même parce que c'est important de comprendre que pendant 20 ans, la Chine s'est exclue elle-même de l'IAU pour une raison d'admission de Taïwan. Je vais revenir très brièvement là-dessus, mais comme c'est un petit peu d'actualité, ça vaut le coup d'être mentionné. Et puis que sur la période où Jean-Claude était dans le paysage de l'IAU, ben, vous voyez, le nombre de pays est passé d'environ 35 à maintenant, on arrive, pour cette période-là, 90, maintenant on en a plus de 100 pays. Alors évidemment, les nouveaux pays qui viennent sont des pays, grosso modo, de plus en plus petits. Ça n'a pas toujours été le cas. Il y avait l'État du Vatican, qui n'est pas très grand, a été membre de l'IAU très tôt. Mais évidemment, il y a les pays arabes, etc. Enfin, c'est bon. Ça, comme disait Kipling, est une autre histoire. Et puis, de toute façon, il y a, je crois, 125 pays membres de l'ONU, donc on ne veut pas aller beaucoup plus loin que 125. En tout cas, ça veut dire que presque tous les pays du monde sont maintenant représentés à l'IAU, ce qui n'était pas le cas à ce moment-là, de la guerre froide et tout, pour lequel plein de pays n'en faisaient pas partie. Donc voilà, donc au temps de Jean-Claude, c'est une cinquantaine de pays à gérer, les États-Unis, tous les pays européens, beaucoup de pays asiatiques, etc. Et il y a un nombre de membres, disons, relativement gérables, 2000, 3000, à comparer aux 14 000 de maintenant, ce qui est quand même un peu plus compliqué. Donc voilà, pour résumer quelques dates. Donc en 1948, âgé de juriste première de l'après-guerre, il nombre de membres 611, nombre de pays 35, pays président entrant. Alors c'est celui qui arrive à cette Assemblée générale avec un mandat de 3 ans. Il cédera sa place à un successeur d'un autre pays après. Donc Jean-Claude assiste à cette Assemblée générale et il sera admis à l'IAU comme membre de l'IAU à la gestion suivante à Rome en 1954. Donc, il n'avait pas sa thèse encore. Hein. Donc, c'était pour ça, mais il a assisté en tant qu'étudiant. Il était en train de travailler avec Marcel Minart sous la direction administrative d'Evry Schatzman, mais qui n'avait pas. Ça, c'est une histoire sur laquelle on pourra revenir plus tard, peut-être. 1961, donc là, on arrive des événements importants. Alors, 1961, c'est l'Assemblée générale de Berkeley, admission de Taïwan et retrait de la Chine, et ça a duré 20 ans. Toute une histoire que je pourrais vous raconter autour d'un café. Nombre de membres, 1300, nombre de pays à peu près 50, et président entrant, le premier président soviétique qui arrive à l'IAU, en Barsoumian, que je suis sûr beaucoup d'entre vous connaissent, l'astrophysicien numéro 1 de l'Union soviétique. Jean-Claude est élu secrétaire général assistant. Donc, il entre au comité exécutif après déjà avoir eu quelques rôles dans les commissions de l'IAU. Et il devient aussi directeur de ce qui était à l'époque l'Observatoire de Nice. Donc, vous voyez, il y a une coïncidence des deux rôles, un rôle national à Nice et un rôle international important au sein du comité exécutif à la même période. Ce qui n'était pas évident du point de vue de la gestion du temps. J'en ai discuté quelques fois avec lui parce que lui était donc à Nice, basé à Nice, alors que le secrétaire de l'IAU était à Paris. Donc en fait, c'était des allers-retours et des choses comme ça. C'était au niveau optimisation, disons, des transports et de la planète, c'était pas idéal quand même. Hein. Mais enfin, quelquefois, il y allait en voiture, il nous a raconté des épisodes assez cocasses de ces déplacements. Ensuite, 3 ans après, ah oui, alors donc à Berkeley, retrait de la Chine. Alors 1961, c'est aussi exactement au moment, en août 61, que l'Assemblée générale de Berkeley a lieu, où a lieu l'érection du mur de Berlin. Et ce mur de Berlin a eu une conséquence importante, c'est que la communauté astronomique allemande, qui malgré les deux zones était unique, il y avait une seule société astronomie allemande, elle a été coupée en deux parce que les astronomes ne pouvaient plus aller d'une Allemagne à l'autre. Alors ça va avoir une conséquence quelques années après, parce qu'à Hambourg, en 1964, où le nombre de membres avait encore augmenté de 400, le président était Paul Swings et Jean-Claude était secrétaire général, eh bien, il s'agissait là de préparer le nouveau comité exécutif. Et parmi le rôle du comité exécutif, il y a l'élection, enfin la nomination, en tous les cas la sélection, on va dire, du nouveau président. Et il se trouve que celui qui était candidat, c'était Otto Heckmann, qui était un président allemand. Et vous verrez une séquence tout à fait étonnante dans la vidéo,
sur ce qu'il en pense et la façon dont ça s'est passé. À une époque, vous voyez, vous aviez la rupture, vous aviez Allemagne fédérale et République démocratique allemande, la RDA, depuis 1964, donc consécutif au mur de Berlin. Donc l'Allemagne était coupée en deux. Ensuite, donc, il termine son mandat au sein du comité exécutif, il devient conseiller. Et puis à une époque beaucoup plus récente, alors la guerre froide s'est terminée, enfin c'est-elle terminée, on a l'impression qu'elle reprend malheureusement. Donc ça, c'est ça que moi j'ai vécu. Donc, Assemblée générale de Pékin 2012, première fois qu'une Assemblée générale se tient en Chine. Alors en Chine, la Chine ex de Mao, la Chine continentale en tout cas. Donc le nombre de membres, c'est 11 000. Déjà, donc vous voyez l'énorme augmentation du nombre de membres. Je n'ai pas mis le nombre de membres de participants aux assemblées générales, mais on arrive à 2 000 ou 3 000, hein, donc c'est déjà beaucoup. 70 pays, le président est un Japonais. Ce qui est intéressant dans la Chine, quand on pense à l'histoire entre la Chine et le Japon, le Japon qui a envahi la Chine en 1937, etc. C'est les débuts de mon mandat de secrétaire général. Et en même temps, j'avais tiré, disons, quelques ficelles pour qu'on présente à Jean-Claude un cadeau de l'IAU pour service rendu, de façon un petit peu informelle, mais en assemblée générale. Béatrice était là, je crois. Il avait 90 ans. Alors, il s'était présenté comme ayant 90 ans, alors qu'en réalité, il en avait 89. Mais ça, c'était Jean-Claude, ça. Donc, c'est en fait, pour des raisons de santé que l'on connaît bien après, la dernière AG à laquelle il assistera en personne. C'était la 21e. Jusque-là, il n'en avait jamais raté une seule. Ensuite, 2018, Vienne, nombre de membres, vous voyez, presque 14 000, nombre de pays 80, présidente entrante Evin van Dijk, donc Pays-Bas, vous voyez, à chaque fois, ça tourne entre les pays. Et puis, c'est là où il présente sa fameuse vidéo au symposium sur le centenaire de l'IAU, à 95 ans, et c'est un an avant le vrai anniversaire de l'IAU, qui est en 2019. Donc, il y a eu d'autres cérémonies à ce moment-là. Et le dernier message, on peut dire, que Jean-Claude a exprimé vis-à-vis de l'IAU, c'était dans une correspondance qu'il a eue avec Teresa Lago, qui était secrétaire générale de 2018 à 2021. Donc, elle lui avait demandé d'écrire dans un bulletin de l'IAU un petit peu quelques réflexions sur ses souvenirs comme secrétaire général, etc. Ça se passait si j'ai bonne mémoire, ça a été publié en décembre 2021, donc quelques semaines seulement avant son décès. Et au cours de cet échange de mails, ça n'a pas été publié, mais au cours de cet échange de correspondance entre Teresa et Jean-Claude, il dit que j'ai aimé l'IAU, presque dirais-je, d'un amour charnel. Quand on connaît un peu Jean-Claude, l'amour charnel comptait beaucoup pour lui. Donc voilà, donc ça vous situe un petit peu à la fois le paysage international dont vous allez entendre parler beaucoup. Alors évidemment, il va se concentrer beaucoup plus sur la période qu'il a directement vécue, avec le nombre d'un certain nombre d'astronomes que vous connaîtrez ou pas, bien sûr, ça dépend un petit peu. Et donc vous verrez comment s'y exprime dans une vidéo qui fait 25 minutes. Voyez. Et donc c'est un petit peu son testament de membre et de secrétaire général de l'IAU. Il raconte comment ça a commencé, etc. Voilà. Alors la suite suivante. Ben non, ça passe pas. Voilà. Alors, l'autre point, c'est Jean-Claude et le français à l'UAI. Alors ça, je ne voulais pas passer ça, parce que c'était quelque chose d'extraordinaire. Jean-Claude, alors, comme je le rappelle au début, l'UAI a que deux langues officielles qui sont le français et l'anglais. Alors, le français, on va dire très honnêtement que c'est pour des raisons historiques, c'est-à-dire qu'à l'époque où l'IAU s'est fondé, et notamment dans la foulée du projet de la carte du ciel, vous savez, le grand projet de l'amiral Mouchet qui a commencé en 1887, de faire une carte du ciel photographique avec des observatoires répartis dans le monde entier, eh bien, le français était, disons, une langue très couramment parlée dans le milieu astronomique et notamment dans des pays comme l'Amérique latine, l'Asie, etc. C'était le français, ce n'était pas l'anglais, ce n'était pas l'allemand non plus. L'allemand était la langue scientifique par excellence en chimie, en physique, etc., mais pas en astronomie. Donc, en plus de ça, les premiers présidents de l'IAU étaient français. Il y a eu des négociations pour la création de l'IAU qui ont essentiellement eu lieu
entre, disons, les Anglais et les Français. Avec les Anglais, on s'entendait très bien à l'époque. L'IAU a vraiment été créé, a été porté sur les fonds baptissements par des Anglais et par des Français, avec l'aide d'un Américain que vous connaissez sans doute qui s'appelle George Ellery Hale, qui a joué un rôle important, mais les Américains sont arrivés dans l'histoire au moment où ils ont débarqué dans la Première Guerre mondiale, c'est en 1917, donc un petit peu plus tardivement. Donc, ce qui fait que l'anglais est devenu très naturellement une des deux langues officielles. La deuxième, et puis elle s'est imposée pour des raisons historiques. Mais Jean-Claude insistait beaucoup sur le maintien et la visibilité du français à l'IAU. Et donc, il a trouvé des moyens, quand il intervenait dans une assemblée générale, quelquefois, il prononçait quelques mots de français. Et puis, alors, tout le monde, alors finalement, il connaissait comme ça. Alors, il y avait du French bashing. On disait, ouais, Becker, encore le français. Becker's on the French. Bon. Mais il le faisait. Et dans certains documents écrits, vous allez voir que c'est tout à fait savoureux. Donc, en 1964, donc, il est ici. Il prend ses fonctions de secrétaire général et il écrit le compte-rendu de sa première réunion du comité exécutif à Hambourg en français. Et ça, je pense, ça n'est pas j'ai trouvé ça dans les archives, ça n'a pas dû plaire à tout le monde, ça ne s'est jamais reproduit, mais il y a dans l'histoire de l'IAU un rapport du comité exécutif qui était en français, c'était celui où Jean-Claude était secrétaire général. Je vais vous le montrer. Et puis la vidéo, pour en venir à ça, c'était pour ça que c'était important, elle commence par une introduction en français. Cette vidéo s'adresse disons, à tous les gens qui assistent à ce fameux symposium du centenaire. Et vous allez voir qu'il parle en français pendant 5 bonnes minutes, il raconte plein de choses comme ça. Puis à un moment donné, il se dit, ah bah tiens, après tout, je vais quand même essayer d'être pris par tout le monde, et il passe à l'anglais. Donc voilà, alors je vais vous montrer la preuve de ce que je dis. Donc voilà, ça c'est, vous voyez comment on s'était tapé à l'époque, hein. Nostalgie, nostalgie. Donc, 26e réunion du comité exécutif à Hambourg. Alors, DBR, c'est Deutsche Bundesrepublik, c'est-à-dire c'est la République fédérale allemande, c'est la scission avec l'Allemagne dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc, qui a lieu à Hambourg, et tout ça, c'est en français. Alors, évidemment, il y a tout le reste qui est en tout, et vous voyez les membres du comité exécutif à l'époque. Donc, ça, c'était en français. C'est le seul rapport que vous verrez en français dans toute l'histoire. Le suivant, alors ça, c'était à Hambourg. Le suivant, eh bien, il a été créé à Nice, parce qu'évidemment, il a invité le comité exécutif à venir ici à l'Observatoire pour la réunion suivante. Donc, il a 27e, et celle-là est en français, est en anglais. Donc, vous savez un petit peu le paradoxe, rapport à Hambourg en français, rapport à Nice en anglais. Et puis là, il était, disons, discipliné, parce que vraiment, ce n'était pas tenable de continuer en français, et même de faire une version bilingue. Donc là, on voit un certain nombre de gens, bon, on ne va pas passer du temps à détailler tout ce qu'ils sont. Donc voilà, donc pour Jean-Claude, Jean-Claude voyait le français comme une langue qu'il fallait maintenir vivante, y compris en sciences. Et même si certains étaient un petit peu sarcastiques vis-à-vis de ça, je crois qu'il mérite un coup de chapeau à ce titre. Voilà, maintenant on peut y aller. Jean-Claude était un marcheur, tout comme Victor Hugo. Tout vient à l'homme qui marche, disait-il. Il ne lui suffit pas seulement des idées, mais il échoit aussi des aventures. Et pour ma part, j'aime fort les aventures qui m'amusent. S'il est amusant pour autrui d'inventer des aventures, il est aussi amusant pour moi-même d'en avoir. Jean-Claude aurait pu écrire ce texte de Victor Hugo qui lui sied si bien. Enthousiasmé, je lui envoie en 2019 ce texte. Next slide, please. Non, il y a quelque chose qui ne va pas. Je lui envoie ce texte et il me dit, oui, ce texte de Victor Hugo est magnifique. Merci de me l'avoir transmis. Il était publié dans les premières éditions du Voyage sur le Rhin et était intitulé par Victor Hugo lui-même de croquis à l'encre d'une beauté extrême. Mon père, né en 1993, s'appelait Victor, en honneur de Hugo. Je l'embrasse très affectueusement, Pierre. Next slide, please. Voici quelques images qui montrent qu'il y avait quelque chose de commun entre Hugo et Jean-Claude, la peinture. Et elles se ressemblent de temps en temps. Merci. Merci pour la prochaine slide, please.
Donc, l'action internationale de Jean-Claude a été mise en avant tout particulièrement à l'UAI avec cette très longue fidélité. Elle tenait vraiment à son désespoir d'avoir vu l'humanité en guerre avec les deux guerres mondiales. Et immédiatement après-guerre, avec ces destructions à Arnhem ici, deux hommes vont jouer un rôle absolument décisif. Avery Schatzman, camarade normalien d'une année avant sa promotion, et Alfred Kassler, au laboratoire de physique de l'École normale supérieure, qui lui donne les orientations de sa thèse et donc son sujet de travail. L'image suivante. Ici, c'est ce voyage qui lui fait rencontrer deux hommes qui, en fait, vont avoir, sur son choix de la physique solaire, aux Pays-Bas, un rôle absolument décisif. Et de fait, c'est beaucoup plus, malgré ce qu'on écrit souvent, Marcel Minnaert que Avery Schatzman, qui va diriger la thèse de Jean-Claude en l'orientant vers l'étude du Soleil. Et Kees de Jager restera un ami toute sa vie. Voilà, la suivante. Alors, l'Assemblée de l'UAI, on en a parlé longuement. C'est l'occasion qui lui est offerte d'aller, avec cette bourse que Thierry a mentionnée, passer une année au High Altitude Observatory à Boulder, qui est vraiment le centre de la recherche solaire après-guerre, et où il va établir des liens extrêmement forts avec notamment Dick Thomas, Donald Menzel et Walter Roberts. Et Walter Roberts va jouer un rôle important en attirant son attention au phénomène hors équilibre dans la chromosphère et surtout la couronne solaire. Et c'est à cette occasion que Jean-Claude émet l'idée, pour expliquer le vent solaire, qui est pratiquement inconnu à l'époque, les papiers de Parker sont postérieurs, hein, que, mais on sait néanmoins qu'il y a des influences du Soleil sur la Terre avec le décalage temporel entre éruption et aurore. Donc, Jean-Claude va émettre l'idée des cônes d'évitement qui seront presque 17 ans plus tard reconnus comme étant les trous coronaux. Image suivante. C'est le rôle européen de Jean-Claude et sa passion pour le développement de l'astrophysique spatiale avec Pierre Auger et Eduardo Amaldi. Revenu des États-Unis, il a vraiment une vision de la recherche spatiale en Europe puisqu'il est président du groupe d'experts de la commission qui préparera, après de longues aventures, puisqu'il y a d'abord eu les deux organisations ESRO et ELDO avant que finalement, en 1976, je crois, l'Agence spatiale européenne soit créée. Jean-Claude sera actif dans cette émergence de l'Europe spatiale. Image suivante. Voilà, l'émergence de l'Europe spatiale avec le programme de Versailles, sur lequel je reviendrai tout à l'heure très brièvement. Programme de Versailles qui résulte à la suite d'une initiative du général de Gaulle demandant de stimuler par tous les moyens la recherche française. André Danjon est chargé de présenter un rapport sur l'utilisation scientifique de l'espace. Il est alors directeur de l'Observatoire de Paris et il demande à Jean-Claude et à Jacques Blamont de réfléchir ensemble. La réflexion se déroule au château de Versailles, où résidait à l'époque Jacques Blamont, et conduit à un certain nombre de propositions de développement de l'astronomie solaire infrarouge et ultraviolette, d'où vont sortir les grands axes du développement instrumental français. L'image suivante. On écoute les plus grands. Ah, il y a une voix off. Oui, alors vous pouvez passer là rapidement. On voit les acteurs, Georges Courtès
Et de comme il disait, l'ultraviolet stellaire. Vladimir Image Horowitz, suivante. la sonorité, c'est quelque chose qu'on a en soi, et que la main, on essaie de Oui, traduire fidèlement moi-même pour comme il faut. l'infrarouge. Après Horowitz, Et voici Arthur Roger, Rubinstein. bien De entendu. la légende, il est Image né en suivante. 1887 à Lodz. Image suivante. Allez voir Oui, Marc il pour le y a un diapositive. micro qui donne un son parasite. Voilà. Bon. Et voilà. Et Roger Bonnet qui s'est représenté ici sous une forme qui lui va très bien, le Petit Prince. Image suivante. Voilà. Alors, chercheurs du Soleil, les premiers résultats infrarouges et ultraviolets sont présentés à un colloque à Bilderberg en 1967, organisé par Kees de Jager, et on voit la toute jeune communauté solaire de l'époque. On reconnaît Edith Muller au premier plan, Bob Noyes à sa droite, Jean-Claude évidemment à l'extrême gauche, en train de bavarder avec John Jeffries et beaucoup de physiciens solaires de l'époque. Yvette Cuny à l'extrême droite, juste derrière elle, Kees de Jager, et moi-même je suis à la droite de Jager, donc à gauche sur la photo, et derrière on voit Andrus Kumanich. Donc tout ce groupe était vraiment les amis scientifiques avec lesquels Jean-Claude faisait émerger la physique solaire. Et vous avez d'autres noms en bas. Image suivante. C'est un colloque au Japon 10 ans plus tard, 1980, hein, où la communauté solaire a augmenté et Jean-Claude est au premier rang avec, vu pour nous à sa gauche, l'organisateur japonais du colloque et puis Roger Bonnet. Image suivante. Jean-Claude, bien que théoricien, mais adorant être sur un instrument, avait réalisé, comme Avery Schatzman d'ailleurs, dans les années 60, que la révolution de l'astronomie allait venir de l'observation et donc du développement des techniques qui étaient à l'époque encore dans un état très modeste de développement en France. Il va donc faciliter, sans le faire lui-même, l'émergence des expériences. Par exemple, le satellite OSO 8 de la NASA, qui a une expérience qui est mise au point après l'explosion du service d'aéronomie de Jacques Blamont en mai 68 par le laboratoire de physique stellaire et planétaire que crée Roger Bonnet avec d'autres personnes qui sont ici, par exemple Alfred Widalmajer, John Libacher, Lemaire, Philippe Lemaire et d'autres sur cette image. Et Jean-Claude n'a jamais ménagé son soutien à cette rupture qui a été extrêmement difficile, dont les plus anciens ici se souviennent certainement. Roger a mentionné aussi Bernard Liot parce que en 1952, Jean-Claude a fait partie de l'observation d'une éclipse solaire totale à Khartoum avec Bernard Liot, peu avant la mort de ce dernier d'ailleurs, et ils étaient devenus très, très proches. Image suivante. Ah ben, on a déjà, non, image suivante, là vous êtes vers la précédente, hein. Donc ouais, il faut passer, allez-y, allez-y, passons. Voilà, de Versailles. Ah oui, c'est le programme de Versailles sur lequel on revient. Alors, pardon, bon, il l'a répété. Donc, la suite du programme de Versailles va être définie 9 ans plus tard, hein, enfin la première discussion 58, la mise en place au CNES à partir de 61, et 6 ans plus tard, une nouvelle réflexion sur le programme de Versailles à l'Observatoire de Paris et surtout à l'Observatoire de Nice, où la réunion va se dérouler. Je n'y participais pas à l'époque parce que j'étais à Kitt Peak aux États-Unis. Image suivante.
voilà quelques invités et on voit François Rodier, Marie-Lise Chanin et Jean-Pierre. Alors, je ne peux pas lire sur mon écran. Jean-Pierre de la Boudinière, qui sont les acteurs totalement engagés. Marie-Lise sur l'atmosphère terrestre et ses interactions avec le Soleil. Jean-Pierre de la Boudinière sur le satellite ultraviolet D2B français. Et François Rodier, qui travaille au sol avec une activité extrêmement féconde d'imagination en physique et optique astronomique qui va inspirer, j'y reviendrai tout à l'heure, toute une génération. Suivant. Image suivante. L'Observatoire de Nice, vous allez en parler longuement. C'est une période où Jean-Claude se lie à Roald Sagdeïev, qui l'année dernière a signé le grand appel de 644 scientifiques russes contre les actes de guerre en Ukraine. C'est dire que l'Observatoire de Nice, mais on en parlera longuement, Uriel Frisch est là, comme témoin, en tout cas Hélène, je crois, de cette époque. Hein, donc pour cet après-midi. Image suivante. Jean-Claude, comme le disait très clairement le dernier mot du message qui nous a été lu tout à l'heure par Thierry, était toujours au service de la jeunesse, toujours prêt à aider un jeune chercheur et toujours prêt aussi à veiller à la place de l'astronomie partout, au Palais de la Découverte, à la Cité des Sciences de la Villette. En 1978, lors de la création de la Cité des Sciences de la Villette, il était l'astronome qui a joué le rôle de conseiller et il m'a beaucoup associé à ce moment-là, passionnant, en particulier pour l'installation du planétarium. Image suivante. Alors, ceci mentionne autant d'actions auprès des jeunes et de ceux qui l'invitent un peu partout. Il y a là des souvenirs très particuliers à tous ceux qui ont pu lui rendre visite à l'île-Dieu dans la qualité de son accueil, la gaieté et l'incroyable accumulation de livres, de dossiers, de dessins, de récits dans sa maison de l'île-Dieu. Page suivante. Voilà, Roger a souhaité conclure sa présentation par quelques mots extraits de Paul Éluard, ou plutôt d'après Paul Éluard, et c'est donc du Roger Bonnet ici que vous avez sous les yeux et que je vous laisse lire dans l'émotion de ce centenaire que nous célébrons de la naissance de Jean-Claude. Je commençais par rappeler cette histoire qui va être longuement présente dans l'après-midi de cette histoire tourmentée de Jean-Claude avant la guerre, sa vie à Bordeaux qui l'avait profondément marqué de son dernier livre d'aquarelle publié peu avant sa mort. J'ai extrait cette image de Bordeaux qui dit toute la nostalgie et le tourment. Tourment qu'il exprimera en publiant l'ouvrage Lamento, on parlera aussi cet après-midi, dédié à ses parents, avec cette introduction, je me suis tu pendant 50 ans, au moment de ce 50e anniversaire en 1994, je n'ai pu continuer à garder le silence. Mais pour sortir de cette histoire tourmentée à l'école normale, deux rencontres décisives pour Jean-Claude, celle de Evry Schatzman, son camarade de promotion d'une année d'avant, et celle d'Alfred Kassler. Il y a un micro qui n'est pas coupé. Après la technique. Alors,
L'homme du soleil, bien entendu, avec ce magnifique livre Sous l'étoile soleil, dans lequel il raconte très longuement la physique du soleil. Les figures sont des dessins, j'en ai extrait une superbe, justement celle de l'éjection du vent solaire. Et ce livre se termine par une anthologie d'une dizaine de pages des poètes. On y retrouve Éluard, mais d'autres, bien sûr, qui étaient ses goûts de poésie, hein, et où l'on sent cet amour de la langue que son goût du français traduisait aussi. Cet amour de la langue, il s'est aussi exprimé dans une participation à l'ouvroir de littérature potentielle de Georges Perec, dont il parlait peu, mais où il allait avec beaucoup de bonheur. Ces soirées à l'Oulipo étaient très significatives. Très tôt, son intérêt pour la jeunesse et pour soutenir les jeunes et s'entourer. Je n'ai extrait ici que quelques visages, celui de Philippe Delâche, mais dont je suis sûr que vous reparlerez, lors d'un poisson d'avril où on voit Jean-Claude avec des lunettes noires, on se croirait à Hollywood. Et la première équipe de ses élèves comprend Roger Bonnet, François Rodier, Françoise Pradry, Jean-Paul Zahn, ça en sera certainement évoqué aussi, et puis viendra une seconde génération. Mais ce premier groupe a vraiment été celui avec lequel il a tenté et réussi, avec Jacques Blamont, à mettre en place les premiers éléments du programme de Versailles. Bilderberg, nous l'avons vu tout à l'heure, voilà à nouveau l'image, et à partir du début des années 60, c'est vraiment la naissance de l'astrophysique avec Évry Schatzmann et sa formation successive d'élèves dans son troisième cycle à l'IAP, puis ensuite oui, essentiellement à l'IAP et ensuite à l'université que Évry Schatzmann avait choisie, donc Paris 7, hein, et la mise en œuvre du programme de Versailles avec ce moment important pour la diffusion en français de sa vision de l'astrophysique, l'ouvrage d'astrophysique générale écrit avec Schatzmann, qui a été la Bible de toute notre génération. Je vous présente aussi cette image où Jean-Claude ne figure pas, puisqu'elle a été prise à Colomb-Béchard en mars 1959, où l'on voit Jacques Blamont à gauche avec Claude Cohen-Tanucci et Philippe Delâche, Marie-Lise Chanin, Georges Courtès, moi-même et François Rodier, ainsi que d'autres qui ont pris des voies différentes par la suite. Ça traduit cette rencontre qui était là pour lancer des fusées véroniques pour l'étude de la haute stratosphère, de la mésosphère, était une des toutes premières illustrations de la capacité française à faire de la physique spatiale, aéronomie d'abord et très rapidement astronomie. Voilà, inlassable semeur d'idées auprès des jeunes et des autres, professeur au Collège de France, on n'oubliera pas ses cours ni ses séminaires, il y est resté 24 ans, hein, et membre de l'Académie des sciences, très vite correspondant en 1969, et puis membre de plein exercice. À l'Académie, Jean-Claude tenait à intervenir jusqu'au bout, aussi longtemps, même lorsqu'il a pu être en lien à distance, envoyer des messages, il intervenait notamment beaucoup sur les questions de droits humains et de rôle du comité d'aide aux hommes de sciences, notre CODOS de l'Académie, auquel il a participé pendant toutes ces années d'Académie avec extrême attention. Voilà, il me semble difficile de ne pas évoquer un aspect de Jean-Claude que certains taisent, mais qui doit l'être, à mon sens, aujourd'hui, son rapport à la cosmologie. Une longue quête
qui a représenté tout de même près de 30% de ses publications. Donc, une quête qui a commencé très tôt avec Jean-Pierre Vigier et l'hypothèse du photon fatigué, puis qu'il a poursuivi jusqu'à ces dernières années avec Jayant Narlikar. J'ai ici le titre d'un article publié dans Nature 1973, signé avec Vigier, et dont le titre est explicite: Photon mass, quasar redshift and other abnormal redshift. En 1997, Jean-Claude participait à un colloque à Pune, en Inde, où il écrit Still more shocking than the metaphysical assumption of some initial singularity is the constant insistence upon the so-called cosmological principle of homogeneity and isotropy of the universe. Observations do contradict this principle and is casting large doubts on the standard cosmological model. Il a fallu vraiment atteindre la fin de sa vie et de longs dialogues avec Jean-Loup Puget à l'Île-Dieu, puisque Jean-Loup a également une maison à l'Île-Dieu, pour que Jean-Claude se rallie au modèle standard et aux résultats de la mission Planck qui sont présentés à droite. Mais cette aventure d'un esprit libre qui n'acceptait pas, pour des raisons métaphysiques qui sont peut-être discutables dans son choix, mais Einstein a eu des hésitations du même type vis-à-vis du modèle de Lemaitre. Il me semble qu'il fallait que ce point soit évoqué tant Jean-Claude y tenait. Alors, il a été sur tous les fronts, ça a été dit, ça le sera encore dans la journée. J'ai eu beaucoup de bonheur à faire avec lui et Michel Serres la série télévisée Tour du monde, Tour du ciel à la fin des années 80, qui a eu un immense succès à la télévision. Il s'est engagé à la Villette, à l'Union rationaliste de manière continue, à l'UNESCO, à la Société astronomique de France, bien entendu. Et puis la fin de sa vie a été marquée par un développement de son intérêt pour l'histoire des sciences avec Simone Dumont, qui fut sa compagne de ces dernières années à l'Île-Dieu. Et il écrit dans la préface de ce livre 1001 aquarelles quelque chose de très émouvant. Je n'ai guère changé depuis ces temps si lointains, 1928, c'est donc vraiment son enfance. Certains me croient astronome, d'autres pensent que je suis poète, et l'on a dit parfois que je n'étais qu'un administrateur. Mais je suis poète, comme le Bim de jadis et de naguère. Voilà. Adieu, Jean-Claude. Dans ton livre Galet 2015, tu as écrit « Et la pierre au galet, et le galet au sable, et le sable à la mer, et la mer en fait quoi? Le vieillard s'est levé et s'en va. Est-ce moi ?» Merci pour votre attention. Dévoilement de la plaque du pavillon Jean-Claude Péquer qui va remplacer Sion. Sion, je ne sais pas si Stéphane Masvel vous l'a dit, c'était Centre international de l'Observatoire de Nice. Beaucoup ont oublié le sens de l'acronyme, et c'était la volonté de Jean-Claude Péquer à l'époque. Maintenant, ça paraît normal qu'un observatoire, un laboratoire soit international. À l'époque, ça l'était beaucoup moins. Il avait cette volonté déjà moderne à l'époque de dynamiser les rencontres, et donc c'était le sens de ce bâtiment, donc il l'a construit, et qui maintenant portera le nom de pavillon Jean-Claude Péquer. Il faudra vous y faire. Et juste pour l'anecdote, pour ceux qui ne sont pas de l'observatoire, juste à côté, il y a le pavillon Évry-Schatzmann, qui a été donc le directeur de thèse officiel, disons, mais qui est surtout un grand ami de Jean-Claude Péquer. Et donc, c'est assez notable que pour la postérité, les deux bâtiments soient associés l'un à côté de l'autre. Voilà.